Salut à tous les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va beaucoup vous plaire je pense. Mon premier sujet de jeu vidéo, si je compte pas Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 que j'avais fait il y a un an je crois ou deux, je sais plus. On va parler de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Un sacré jeu. Ah, il y en a des choses à dire dessus. Et bien évidemment on va parler de essentiellement la version Nintendo 64, hein. Voilà, on va pas parler des ROM, des 3DS ou des Switch ou et compagnie. Non, de la version pure, de la vraie, de la dure. Donc, Ocarina of Time, ou en français ça donne la légende de Zelda, l'Ocarina du Temps, ou en japonais encore Zeruda no Densetsu, Toki no Ocarina. Bon, je sais, mon japonais est éclaté, on va pas se mentir. Donc, c'est un jeu qui est noté 19,3 sur 20 sur jeuxvideo.com par les avis des joueurs et par la critique du site 18, donc ce qui est une note excellente. Et sans métacritique, c'est encore mieux, c'est quasiment 99, enfin c'est 99 même. Et c'est tout simplement élu le meilleur jeu de tous les temps. Rien que ça, toutes plateformes confondues. Sans métacritique, je parle. Et ce n'est pas pour rien, c'est un jeu qui est vraiment pilier dans l'histoire du jeu vidéo. J'irais même presque jusqu'à dire que c'est le Saint Graal quasiment. Ou carrément même, hein, faut dire les mots. C'est le premier jeu 3D, enfin Zelda 3D en tout cas, qui lance la 3D. Après le premier jeu 3D, je ne me rappelle plus si c'est le premier ou pas, mais en tout cas c'est la première génération de 3D avec le Super Mario 64. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu 3D à l'époque? Il y avait celui-là, ça, le Mario Kart 64 aussi. Bon, ça c'était pas après 3D, mais bon, bref. Ça faisait partie en tout cas de cette génération de jeux-là. Alors, c'est sorti au Japon en novembre, le 21 novembre 1998, bien que ça aurait dû sortir en 1997. Et bon, il y a eu beaucoup de soucis de développement. En même temps, c'était le premier jeu 3D, donc il y avait beaucoup d'ajustements. Et quand vous regardez la version bêta et la version finale, ça n'a quasiment rien à voir. Il y a même des objets qui n'auraient pas dû être là et tout ça. Enfin bref, c'est une histoire. Je vous envoie sur les chaînes YouTube qui en parlent mieux que moi de toute façon. Allez les regarder. Donc il est sorti aussi en Europe du coup un mois après quasiment le 11 décembre 1998, donc 2 ans après ma naissance quoi. C'est un jeu qui a vraiment fait l'effet d'une bombe à sa sortie. Parce que bon, c'est comme on l'a dit, c'est le premier jeu 3D en cartouche. Et les cartouches faisaient à l'époque celui-là en tout cas il faisait 256 mégabits. C'était à l'époque la plus grosse cartouche qu'il pouvait faire. Bon, c'est sûr qu'à l'autre époque, quand on parle de jeux qui font 50 Go, ça paraît ridicule, mais bon. C'est pas la même époque, pas les mêmes graphismes, pas les mêmes trucs. Donc ça a été développé et édité par Nintendo, logique, hein, c'est leur chouchou, leur bébé, et ce qui fait que la boîte a tellement monté à ce point-là. Sans Nintendo, sans Mario, Zelda, Animal Crossing et Pokémon, il n'y aurait plus de Nintendo, on va pas se mentir. Et bref, je m'égare, c'est un autre sujet à part. Donc il y a eu 5 réalisateurs pour ce projet. Il y a eu Eiji Aonuma, Toru Ozawa, Toshio Iwawaki, Yoshi Yamada et Yoshiaki Kozumi. Bon, après, j'épluche un peu les noms parce que je connais pas la consonance au japonais, mais bref. Le scénariste Kensuke Tanabe et Toru Ozawa. Bon, après, le scénario est assez classique et basique, mais à l'époque, c'était une dinguerie, quand même, faut le dire. Le compositeur Koji Kondo. Le producteur Shigeru Miyamoto. Donc voilà, ça c'était pour les petites infos techniques. Faut savoir que ce jeu a été composé par beaucoup de personnes parce qu'il y a 120 personnes qui ont travaillé dessus, dont 50 s'occupaient essentiellement du développement principal, ce qui n'est pas rien quand même. Et il a été dans le Guinness Book des records du monde parce qu'il a fait 2,5 millions
de vente en l'espace de seulement 39 jours, ce qui est tout simplement colossal et énorme à l'époque en tout cas. Donc c'était vraiment une dinguerie ce jeu, c'était le jeu quoi, tout simplement. Et puis merde, il est pas approuvé sur Metacritic pour rien, hein. Je veux dire, c'est pas n'importe quoi comme jeu. Mais bref, au lieu de donner des lauriers à ce jeu sans arrêt, je vais vous expliquer pourquoi il est si exceptionnel que ça. Alors déjà, les graphismes, parlons-en, c'est tout simplement les meilleurs d'époque. Et c'était pas gagné car c'était les premières générations de 3D, mais pour son époque, et comparé aux autres jeux de la 64, et ça faisait pas trop polygone. Ça faisait assez arrondi pour l'époque. Non, franchement, on s'y retrouvait bien. Ça faisait presque graphisme de la PS2 quand même. C'est pour dire que c'était vachement en avance sur son temps, et je crois que ça a été aussi 10 sur 10 ou 20 sur 20 le graphisme, je crois, un truc comme ça. Mais bref, sur le graphisme, ça y a rien à redire, c'est franchement le jeu le plus impeccable de Nintendo 64, je pense. Avec le Mario 64. C'est d'ailleurs les jeux qui ont vraiment fait tenir la Nintendo 64 qui avait sorti un peu, je vais pas dire catastrophique, mais un peu compliqué avec les autres jeux. Parce qu'il y a eu des très bons jeux sur 64, mais certains jeux sont assez claqués ou éclatés au sol, hein, vraiment on va pas se mentir. C'était le début de la 3D, donc forcément il y allait y avoir des ratés. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de magnifique dans ce jeu-là? Les OST, ça joue un très très grand rôle. C'est la première fois qu'on a une vraie composition musicale assez intéressante dans un jeu à cette époque-là. Parce que bon, les autres, on va pas se mentir, peut-être qu'il y en a qui me contrediront. Mais personnellement, moi, pour ces musiques-là, ils sont vraiment donnés à fond et ça sera le pilier d'ailleurs pour les autres Zelda, les musiques de fond qu'ils vont mettre. Alors je pense totalement à la Fairy Fair, je crois, ou je sais pas comment ça s'appelle. Enfin bref, il y a l'OST sur la musique des fées, quand ils rentrent dans la fontaine des fées. Ou même les musiques où ils se baladent avec Epona, ou les musiques des temples, qui sont très importantes d'ailleurs, parce qu'ils mettent l'ambiance sur les temples et donjons. Et ça, on peut vraiment remercier le compositeur d'avoir fait des musiques aussi dingues que ça, même si de base, ça devait pas spécialement servir à Zelda, et je crois que de base, dans la mémoire moi, ça s'était fait quasiment en un jour, l'inspiration en tout cas. Je pense qu'il avait écouté un morceau, le mec, et puis il s'est dit bon, on va remixer un peu ça et puis le faire à notre sauce. Ce qui a très bien marché d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Et même aujourd'hui, 20 ans plus tard, on en parle encore, hein, tous les youtubeurs en parlent, c'est une dinguerie. Donc les OST, pareil, hein, 10 sur 10 ou 20 sur 20, franchement, à l'époque c'était... bon, c'est sûr que maintenant, si je prends Nier Automata par exemple, les musiques de fond sont mieux. Après, je vais pas dire... Bon, ça reste quand même, même à notre époque, des très bonnes musiques à écouter, c'est sûr. Mais voilà. Pour ce qui est de la map, c'est aussi, vu comme c'est des premières maps 3D, ça fait un peu bizarre au début. Moi personnellement, c'est le tout premier Zelda que j'ai joué, donc forcément j'ai connu direct la 3D, j'ai pas connu comme certains Link Awakening ou Link to the Past. D'ailleurs j'ai fait un peu Link to the Past et j'ai pas trouvé ça ouf, hein. De toute façon pour moi Zelda ça se joue en 3D et pas en 2D. Car l'exploration c'est la base d'un Zelda et si tu peux pas le faire en 3D c'est pas très intéressant du coup. Car ça limite beaucoup tes champs d'exploration. Parce que c'est ça aussi qui fait la magie d'un Zelda, c'est vraiment l'exploration. Trouver des objets cachés, des indices, des personnes des fois, ou des lieux cachés. Et des fois on peut y passer des heures, hein. Je pense notamment au dernier Zelda qu'ils ont sorti, le Breath of the Wild, qui est aussi un pilier de sa génération. Car c'est le premier Zelda où le climat a vraiment une influence énorme sur toi, où les autres objets sont cassables, ce qui n'était pas le cas dans les autres Zelda, enfin pas tous en tout cas, parce que dans Ocarina of Time par exemple le bâton Mojo il peut se casser, mais bref sinon tous les autres objets de mémoire ils sont impétables. Enfin non, sauf le bouclier Mojo aussi, parce que lui il peut se cramer, mais bref. Je m'égare, on en parlera plus tard de toute façon de Breath of the Wild. D'ailleurs, alors les maps, oui, c'est réparti en plusieurs régions. Donc au centre, il y a la plaine d'Hyrule.
Donc c'est là où on va passer le plus de temps dans le jeu clairement. Parce que ça va être au centre de toutes les autres territoires et on va faire beaucoup de chemin d'aller-retour au plein centre. D'ailleurs en plein centre il y a le ranch Lolon. Là où on va apprendre la musique d'Epona, ou le chant de l'Epona si on appelle ça comme ça. Donc ensuite au sud on a le lac Ilia. À l'ouest on a la vallée Gerudo. Et encore plus loin le désert et le temple Gerudo. Mais bon, ça on y reviendra dans la partie adulte. Ensuite, sur la droite de la map, nous avons la forêt Kokiri et les bois perdus, là d'où on va commencer l'histoire. Ensuite, un peu plus haut, on a le domaine Zora. Et encore un peu plus haut, on a le mont du Péril, avec les Gorons. Et tout au nord de la carte, on a le château d'Hyrule avec la place du marché et tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc ça c'était une rapide présentation de la map. D'ailleurs si ma vidéo se fait pas strike, j'essaierai de vous mettre une petite image où je vous montre l'inventaire et la map et tout ça, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et bon, de toute façon je pense que depuis que le jeu est sorti, il n'y aura ni spoil ni rien et que tout le monde connaît et que voilà. Je vais pas vous faire l'affront de tout vous expliquer de A à Z non plus quand même. Car c'est un jeu que tout le monde connaît. Et ceux qui connaissent pas, c'est qu'ils vivent vraiment dans des grottes, hein. C'est comme si on me disait à notre époque qu'on connaissait pas Pokémon, quand même. Donc oui, la map est pour l'époque encore une fois assez grande. En tout cas pour un volume 3D. Bon après vous me direz, il y a peut-être des maps qui sont encore plus grandes que ça, qui sont sorties à l'époque, mais bon on va dire que pour l'époque c'était vraiment pas mal de se balader là-dedans. Il y a aussi une alternance jour-nuit qui est bien dans la map, c'est ça qui est cool. Et je sais plus si ça existait sur les jeux 2D, vous me le rappellerez en tout cas. Mais ça fait du bien en tout cas de voir le soleil se lever, se coucher, se lever, se coucher. Ça donne vraiment une sensation d'immersion dans le jeu. Ça et les musiques de fond bien évidemment. D'ailleurs les musiques, parlons-en aussi parce que c'est tout l'objet du jeu, l'Ocarina du Temps, qu'on va beaucoup se servir. Alors les premiers chants qu'on va apprendre, ils vont tous avoir des fonctions bien précises. Par exemple, la berceuse de Zelda, ça va être pour débloquer certains passages secrets généralement, ou déclencher certains dialogues. Je pense totalement à quand on voit Darunia pour qu'ils comprennent que c'est... Non, je dis des conneries parce que Darunia c'est le chant de Saria, c'est encore un autre truc. Bref, il y a le chant d'Epona pour faire venir le poney quand on sera adulte. Il y a le chant de Saria qui va peu servir, beaucoup il va servir pour Darunia lorsque il va comprendre qu'on vient de chez Saria, qu'il va nous passer le bracelet Goron, etc. Il y a le chant du soleil, lui très utile, qui va, comme son nom l'indique, faire alternance entre le soleil et la lune. Donc ça va permettre d'avancer les jours, ce qui va vraiment être pas mal, qu'on apprend d'ailleurs dans le cimetière du village Cocorico, avec des zombies assez sinistres d'ailleurs. Il y a aussi le chant du temps qu'on apprend en fin d'enfance et qui va servir à très peu de reprises d'ailleurs. Et enfin le chant des tempêtes qui va tout simplement faire venir la tempête lorsqu'on va le chanter. Là aussi ça va avoir des fonctions assez limitées dans le jeu. Et les autres chants après on les apprend tous quand on est adulte et ça va essentiellement se servir à se téléporter. Donc il y a le prélude de la lumière, je crois, qui est pour se téléporter au temple du temps. Il y a... je ne me rappelle plus de tous les noms, mais bref, il y en a un pour la forêt, dans le temple de la forêt, un pour le temple dans le temple du feu, un pour le temple de l'eau en dessous du lac Ilia, un pour le temple de l'ombre au-dessus du village Cocorico, au-dessus du cimetière du village Cocorico, et un pour se téléporter dans le temple des Gerudo du coup, ou des Gerudo, je sais plus comment on dit. Moi je dis Gerudo. Des Gerudo. Ouais, je pense que c'est tout en termes de téléportation, mais ça va être beaucoup pratique pour la suite du jeu d'ailleurs. Parce que pour la première partie de l'enfance, on va vraiment se casser le cul à avancer, etc. Alors que quand on sera adulte, on aura Epona, ça va déjà beaucoup avancer. Et on aura les champs de téléportation qui va beaucoup nous aider parce que bon, faire 50 000 fois le tour de la map, c'est un peu chiant au bout d'un moment. Surtout que dès qu'on veut bien torcher le jeu, on le refait je sais pas combien de fois, donc bon.
Donc on a parlé du map, des graphismes, des OST. Alors, les personnages. Alors il faut savoir que dans côté personnage, les héros principaux qu'on contrôle, Link ne parle pas, et dans tous les Zelda ne parlent pas. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est fait exprès par l'auteur pour justement nous faire nous faire mieux comprendre les expressions des autres à travers Link en fait. Le fait de ne pas lui implanter de personnalité nous permet de mieux nous immerser dans le personnage principal. Enfin, immersion, enfin vous avez compris. Dans le personnage principal. Donc oui, il n'a pas de personnalité spécialement, il est assez classique. Bon, dans les autres jeux, il y aura plus de côté comique, mais dans celui-là, il va être assez sérieux tout le long. Il y a la princesse Zelda qui est très classique dans ce jeu-là, justement. Contrairement à Twilight Princess ou un Skyward Sword, où là, pour le coup, elle a un côté plus amoureux, charmante, etc. et une fonction aussi plus utile. Parce que là, à cette époque-là, c'est encore malheureusement la mademoiselle à sauver en détresse. Ce qui est très chiant, je vous l'accorde. Mais c'était les trucs de l'époque en tout cas, voilà. Donc la princesse, on va la voir un peu pendant l'enfance au château d'Hyrule. C'est elle qui va nous confier la mission de trouver les 3 pierres et de trouver la Triforce. Enfin, d'ouvrir la Triforce avec les 3 pierres dans le Temple du Temps. Pour accéder au Saint-Royaume avant la Triforce. Avant Ganondorf. Dans la partie adulte, elle va se cacher sous les traits de Sheik. Et c'est elle qui va nous apprendre toutes les mélodies pour se téléporter. D'ailleurs, à ce propos-là, on aurait dû se douter que c'était la princesse parce qu'il y a qu'elle pour avoir un pouvoir pareil, quoi. Mais elle nous révélera qu'à la fin, du coup, dès qu'on aura récupéré les 6 médaillons et que. Ouais, elle nous révélera qu'à la fin qu'elle est en fait la princesse Zelda et puis elle va se faire kidnapper par Ganondorf et on va devoir aller la sauver. Donc, bref, à part ça, elle n'a pas trop de personnalité, mais. Enfin, une personnalité de princesse qui est pas très intéressante. Ce qui est vraiment dommage parce que ce jeu a tout pour être parfait, sauf les personnages, mais bon, ça c'était après les personnages de l'époque et c'était les normes de l'époque, ce qui est normal pour l'époque. Car on est en 98 quand même, on n'est pas en 2022 où on est très réflexion sur la psychologie et tout ça. Du coup, en termes d'autres personnages, on a aussi Manon Roche-Lolon qui va être sympathique, mais c'est en plus. On a Ingo, ou Dingo, je sais pas comment il s'appelle là, qui est le père de Manon. On a Ganondorf, le personnage principal de la série quand même, qui est le gros méchant de la série. Qu'on va voir un peu quand on est petit et qu'on va revoir et affronter 2 fois quand on est adulte. Une fois dans le temple de la forêt en tant que boss final, on va affronter son ombre, et une dernière fois à la fin où on va l'affronter sous plusieurs formes, sa forme normale et sa forme Ganon. Parce qu'il y a le Triforce de la Force. Nous on a celui du courage et la princesse celui de la sagesse. Ce qui fait le trio du coup. Ça j'en parlerai plus dans la côté scénario. D'autres personnages, on a tous les 6 sages qu'on va principalement rencontrer durant l'enfance d'ailleurs et qu'une fois adulte on découvrira que ce sont des sages. Donc les 3 quarts c'est pas des surprises, hein. Si je vous dis que Sarah est une sage, Darunia aussi, la princesse Zora aussi. Impa ce sera celle de l'ombre. Et Naboru ça sera la Gerudo, ouais c'est ça. Et Roru, ça sera celui-là du sage de la lumière. Donc les sages, bon, bah, ils ont pas énormément de personnalité, hormis côté féminin, parce que forcément, bah, Saria, c'est la meilleure amie d'enfance de Link. Et la princesse Zora, c'est elle qui veut épouser Link et tout ça. Darunia, lui, c'est plus l'amitié. Ouais, puis après, le reste, je crois, c'est pas très intéressant à développer. Ouais, après les autres personnages, j'ai pas trop envie de m'attarder dessus, car bon, c'est des personnages assez classiques, des PNJ pure souche. On n'en apprend pas énormément, ils ont une faible personnalité, ou voire pas du tout de personnalité, donc je vais pas m'attarder dessus. Ensuite, on va parler des donjons et des temples. Là, ça va être un peu plus intéressant déjà. Alors, quand on est enfant, on fait 3 donjons.
Il y a celui-là dans l'arbre Mojo. Il y a la caverne d'Ordorgon, je crois que ça s'appelle comme ça. Et il y a dans le ventre de Jabu Jabu. Donc à 2 reprises on le fait dans des entités vivantes, entre guillemets vivantes. Parce que pour l'arbre c'est sujet à débat. Alors que pour le ventre de Jabu Jabu, bon bah lui il est vivant pour le coup. Et juste dans la caverne d'Ordorgon où là pour le coup on va littéralement dans une grotte. Donc ça c'est ce qu'on fait durant la partie enfance. Après il y a le pluie, mais ça je développerai dans la partie adulte parce que c'est le pluie, c'est voilà. Donc le premier donjon se fait assez facilement. Il nous apprend surtout les mécaniques de base, à savoir chercher les clés ou brûler des toiles d'araignée avec des bâtons mojo. Donc il faut savoir aussi qu'à chaque donjon on récupère un objet qui va être l'objet du donjon généralement et qui vous servira plus tard par la suite. Par exemple, dans celui-là de l'arbre mojo, ça va être le lance-pierre. Dans celui-là de la caverne Drogon, ça va être les bombes. Même si on les récupère avant. Ou après, c'est une question, je vous expliquerai après. Et dans celui-là devant de Jabu Jabu, c'est le boomerang, si je dis pas de conneries. Et donc chaque donjon, il y a un objet du donjon à récupérer, la carte du donjon évidemment, et la boussole, pour savoir où on est dans le donjon et quelle pièce on a visité. Ce qu'on a visité c'est en bleu foncé, et ce qu'on n'a pas visité c'est encore en translucide. Il y a plusieurs étages dans chaque donjon. Et dans la version adulte, après, il y a aussi les clés du boss à récupérer, ça c'est encore un autre truc. Et du coup, la plus grosse partie quand on est enfant, ça va être de faire les donjons pour principalement avoir les 3 pierres qui vont permettre d'ouvrir le Saint-Royaume dans le Temple du Temps. Donc il y a l'émeraude Kokiri, le rubis Goron et le saphir Zora, si je dis pas de conneries, c'est ces 3 noms-là. Donc 3 pierres précieuses qui sont détenues. L'émeraude Kokiri, c'est l'arme Mojo qu'il a. Le rubis Goron, c'est Darunia qui l'a et qui l'échange contre Link en échange qui libère la voie dans la caverne de Dodrogon pour que les Gorons puissent remanger leur caillasse. Et le saphir Zora, je crois que le deal ça va être de récupérer la princesse Zora au roi Zora et d'épouser aussi la princesse. Ça fait 2 conditions il me semble pour avoir le saphir Zora. Donc du coup une fois qu'il a les 3 pierres, il essaie d'aller au Sang Royaume, il essaie de remonter le temps, mais Ganondorf le double et il récupère la Triforce, il bloque Link pendant 7 ou 8 ans dans le passage du temps. Et pendant ce temps-là, le monde va devenir un véritable chaos. Et c'est là où on rentre dans la partie adulte justement, où on va du coup pas faire des donjons mais des temples, hormis le pluie qui est un donjon. Oui d'ailleurs on affronte un boss à la fin de chaque donjon ou temple. Ça c'est classique des jeux vidéo. De toute façon c'est le but d'un donjon, c'est on explore des pièges, il y a des énigmes à résoudre de plus ou moins dans chaque pièce, on affronte des mini-boss ou des monstres. Et voilà. Donc ce qui est bien aussi, c'est que chaque donjon a sa petite ambiance, notamment quand on est enfant, les donjons ont assez d'impact je trouve, parce qu'on est enfant justement, donc on est innocent et tout nous arrive sur la gueule, ça fait bizarre. Alors que quand on est adulte, bon c'est un peu plus fort, mais les donjons sont un peu plus complexes, enfin temple du coup. Parce que le but, quand on est adulte, eh ben, ça va être de faire les 6 temples, enfin les 6, non les 5 excusez-moi. Parce que c'est vrai que le temple du temps, c'est un temple juste fait de base pour un peu côté religieux, quoi, on va dire ça comme ça. Alors que les autres, ils vont tous avoir une map à faire, etc. Et les donjons vont être généralement dans les prolongements de la map de ce qu'on a fait quand on était gamin. Par exemple, les bois perdus, on arrive dans un bosquet quand on est gamin. Et là où Chansaria, en fait, et bah, encore au-delà, il y a le temple de la forêt. Pour le temple du feu, et bah, c'est tout simplement dans le volcan. Pour le temple de l'eau, c'est sous le lac Ilia. Pour le temple de l'ombre, bah, à l'entrée, enfin au fond du cimetière Cocorico. D'ailleurs, c'est le seul temple qui est accessible uniquement avec le champ, parce qu'il n'y a aucun moyen d'y grimper là-dedans. Et bah, le temple des Gerudo, ça qu'on aura accès une fois qu'on pourra passer la vallée Gerudo, parce que ça c'est même la vallée, quand on est enfant on peut même pas la passer en fait, tout est bloqué. Bref, le but là dans la partie adulte ça va être de récupérer les 6 médaillons, dont le premier qu'on nous donne, Roro nous donne le premier.
Et les autres vont se récupérer suite à l'éveil du sage lorsqu'il a nettoyé le temple et il a éveillé le sage, quoi. Et d'ailleurs, à la fin de chaque temple dans la version adulte, une fois qu'il est fini, et tous les dégâts qu'il y a eu autour dans le village sont atténués. Par exemple, dans le temple de la forêt, une fois que tu l'as fini, il n'y a plus de gros monstres qui se baladent partout dans le village Cocorico, c'est fini épluché. Quand tu finis le temple du feu, il n'y a plus de gros nuages au-dessus, c'est purifié le ciel, etc. Et dans le temple de l'eau, l'eau revient dans le lac qu'il y a, tout rentre à la normale. Bref, à la fin de chaque temple, tu résous à la fois les problèmes des monstres et à la fois les problèmes naturels qui se passent en dehors. Les temples d'ailleurs sont plus intéressants à faire que les donjons parce qu'il y a beaucoup plus de pièces et beaucoup plus de niveaux. La difficulté n'est pas la même, surtout si on part de la version Master Quest, mais ça c'est encore autre chose. Et chaque temple est vachement bien à faire en vrai parce que les OST sont encore beaucoup plus travaillés et te mettent encore plus dans le triple. Je me rappelle la toute première fois que j'ai fait le temple de l'ombre, c'était une catastrophe, mais tu tombais à chaque fois, c'était... Et puis il y a l'ambiance sinistre, parce qu'il faut toujours que tu aies le monocle de vérité pour voir les pièges et tout ça, ça fait très dark, etc. Donc aussi je disais qu'il y avait un donjon dans la partie adulte, et c'est le puits en fait tout simplement. Mais il faut qu'on déclenche une cinématique quand on est adulte pour pouvoir y accéder après et remonter le temps et revenir quand on est enfant. Ça aussi c'est très glauque parce que bon, tu tombes dans tous les trous, t'affrontes, je sais pas comment ça s'appelle la bestiole, mais c'est visqueux, c'est tout blanc. Et ça te prend vraiment, enfin c'est trop chelou comme scène, je me rappelle, ça m'avait marqué à l'époque. Et oui voilà, les donjons et temples sont vachement bien faits. Ce qui n'est pas le cas dans Breath of the Wild malheureusement, parce qu'il avait tout pour être Zelda parfait, mais il manquait ça malheureusement. Mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo peut-être. Donc ouais, les donjons et temples sont vachement bien faits. Moi, mes préférés, ça serait compliqué à dire si j'ai un préféré. Bon, déjà des donjons, j'en ai pas spécialement. Mais les temples, je sais qu'en tout cas l'eau c'est pas mon préféré, c'est même le plus détesté de tous ceux qui ont fait le jeu quasiment. Car quand tu joues la première fois, elle est très complexe car tu dois changer le niveau de l'eau constamment, il y a plusieurs portes à déverrouiller dans un certain ordre, c'est complètement labyrinthique si on peut dire ça comme ça. Dans mon préféré, j'hésite entre l'ombre et l'esprit parce que c'est vraiment deux temples ultra travaillés, il y a tout dedans, il y a un scénario avec une personne dedans, il y a une histoire dedans. Il y a toujours un objet spécial à récupérer, mais des mini-boss à affronter. Enfin, t'as beaucoup de choses en fait qui fait que ces temples sont charmants. Après, les trois premiers sont assez classiques, même si celui-là de la forêt a une ambiance assez mystérieuse et que j'aime bien d'ailleurs. Et la musique y est pour quelque chose aussi. C'est vraiment des temples super sympas à faire. Assez long au début quand on ne connaît pas le jeu, mais bon, moi je l'ai fait plus de 100 fois, donc forcément, de mon enfance de 6 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu le temps de le torcher et de le retorcher le jeu, je l'ai même fini à 100%. Dommage que la platine n'existait pas à l'époque, car je l'aurais largement eu. Donc ouais, ça c'est pour la partie temple. D'ailleurs, à la fin du jeu, une fois qu'on a les 6 médaillons, on va faire entre guillemets un dernier temple ou donjon. Ça sera dans la tour de Ganon. On va refaire des 6 temples miniatures pour déverrouiller le sas, la tour centrale et monter là-haut et affronter Ganon. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le passage où les 6 sages font un pont en arc-en-ciel pour te mettre directement, pour que tu aies accès à la tour. Ah, c'est ça aussi que j'ai bien dans ce Zelda-là, il est très classique certes, mais il a un petit côté religieux dans les sages, les quêtes à accomplir, etc. Enfin, ça lance vraiment à la base du Zelda. C'est pas le premier en termes de scénario, car le premier c'est Skyward Sword, qui est vraiment la base de la base du Zelda. En termes de scénario, je parle. Mais ce Zelda-là, en tout cas, il va donner suite à 3 branches distinctes par la suite, et il va carrément couper la chronologie de Zelda en 3. Parce que oui, il y a la partie où Link gagne contre Ganon et l'autre où il perd, et il va s'en suivre plusieurs jeux à la suite. C'est ça qui est bien en fait, c'est que c'est vraiment le pivot de tous les Zelda, c'est un truc de malade. C'est vraiment le papa, tous les Zelda. Et donc on a parlé des donjons et temples, on va parler aussi des items. Donc comme je disais, dans chaque donjon ou temple, on récupère un objet.
qui va servir par la suite. Il y a aussi de la magie dans ce Zelda-là, c'est ce qui est bien avec une barre de magie. Donc il y aura le feu de Dain qui va permettre de tout brûler autour de soi. Le vent de Faror qui va permettre de se téléporter à un endroit sauvegardé. Mais que dans les donjons, malheureusement, pas dans n'importe où dans la map, sinon ça aurait été trop craqué, hélas. Et il y a l'amour de Niryu. Ça, c'est déjà le nom, je le trouve trop stylé. Et on pourrait faire une théorie là-dessus. Et lorsqu'on l'utilise, ça protège en fait de tous les ennemis pendant un temps limité. Ta barre de vie ne descend pas. Tu te prendras les dégâts quand même, mais si tu dois te bousculer en arrière, tu te bouscules en arrière, mais ça te fera aucun dégât. Ces 3 pouvoirs sont offerts à chaque fois par des fées qu'on rencontre tout le long du jeu. D'ailleurs, il faut les trouver ou casser des trucs pour les trouver. Et il faut toujours chanter la berceuse de Zelda pour les trouver. Ce qui signifie quand même que ça a un rapport avec la famille royale et que c'était peut-être des pouvoirs secrets de ça. D'ailleurs, ce qui est bien, chaque fois qu'on voit la fée, elle nous restaure notre barre de magie et de cœur. Elle offre aussi des pouvoirs autres comme le renforcement des cœurs ou l'allongement de la barre de magie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme pouvoir qu'elle donne? Bref, elle donne pas mal de pouvoirs intéressants. Aussi en plan de map, il y a les tenues avec, enfin les items, il y a les tenues. Donc il y a 3 tenues dans le jeu, il y a la vert classique, celle du feu pour résister au feu quand on a la partie adulte, et celle de l'eau pour résister à l'eau, à l'apnée ou sous l'eau, quand on est enfant. D'ailleurs en parlant d'eau, il y a aussi les écailles pour mieux supporter l'apnée. Donc tu as les écailles d'argent que tu obtiens après un défi dans le domaine Zora. Et les écailles d'or que tu obtiens à la pêche, qui est d'ailleurs assez difficile à avoir. Et là qui te permet carrément de pouvoir tenir en apnée 9 secondes sous l'eau. Ce qui est pas mal quand on est un gamin. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a les épées. Donc ça aussi, tu as l'épée Kokiri au début, l'épée de légende lorsque tu es dans la partie adulte. Et l'épée bigon qui est 2 fois plus forte que l'épée de légende, ce qui est complètement incohérent, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, pour avoir la vraie épée bigon, c'est toute une quête avec un cheval, c'est compliqué. Ou alors tu peux la payer à 200 rubis à un énorme goron, mais bon, elle est brisable au bout d'un certain nombre de coups. Mais ça, j'ai jamais compris pour ça, pourquoi l'épée de légende est moins forte que l'épée bigon. Bon, après, on peut supposer qu'elle a été affaiblie au cours du temps, etc. De toute façon, Zelda, c'est toute une mythologie, hein, c'est vraiment un univers à part. Il y a aussi les bottes. Il y a les bottes de plomb pour rester sous l'eau, ça va essentiellement servir pour le temple de l'eau. Et il y a les bottes volantes, les préférées, qu'on utilise dans le temple de l'ombre principalement pour aller d'une plateforme à l'autre. Ça permet de voler un certain nombre de temps, enfin de marcher dans les airs précisément. Ensuite, les objets, on a un peu de tout. De toute façon, on a l'arc qu'on peut combiner d'ailleurs avec du feu, de la glace ou de la lumière. On a des bouteilles qui servent à renfermer des fées, de la potion ou autre. Bref, je vais pas faire tout le tour de l'inventaire, mais de toute façon, je mettrai une image aussi pour la montrer. Mais c'est très intéressant tous les objets qu'on a, car c'est aussi l'un des rares jeux à l'époque où on a autant d'objets qui servent. Et sur lesquels on peut switcher, ce qui donne un gameplay différent à chaque fois. D'ailleurs, il y a une noix Mojo que je me sers quasiment jamais qui sert à paralyser l'ennemi. C'est l'objet que je me suis moins servi dans Ocarina of Time. Et voilà, les objets se trouvent la plupart dans les temples, où on peut les acheter ou les trouver dans la nature. Principalement en tout cas. Alors, ensuite... j'ai pas encore parlé du scénario. Enfin, je vais parler un peu à travers du reste. Bon, le scénario c'est très simple. De toute façon, au début, Link, on apprend qu'il est en un flashback où il apprend qu'il est abandonné par sa mère dans le village Cocorico parce qu'il devait fuir Hyrule qui se faisait attaquer par Ganondorf, qui est le chef des Gerudo. Et du coup, tu vas rester dans la forêt Kokiri un petit moment, tu vas trouver au début un bouclier et une épée, tu vas parler à ton meilleur ami Mito, je sais plus comment il s'appelle. Après, tu vas apprendre que ta quête se situe en dehors d'Hyrule, que tu es un Illylien, que tu n'es pas un Kokiri, parce que tu n'as pas de fée au début. Donc du coup, l'arbre Mojo lui a collé Navi comme fée. D'ailleurs, Navi, c'est... Dans chaque Zelda, on va avoir un compagnon, et Navi, ça va être notre compagnon dans ce Zelda-là.
Donc elle a pas de personnalité propre, ou alors elle est trop classique comparée aux autres. Mais bon, moins chiante que Fate dans Skyward Sword, on va pas se mentir quand même. Et oui, tout le long, c'est elle qui va nous guider lorsqu'on sait pas où aller, etc. Va nous donner des indices ou nous dire ce qu'on va faire. Bon, des fois, elle la rappelle un peu trop souvent, c'est un peu chiant. Et des fois, ça peut être utile lorsqu'on est bloqué. Donc bref, voilà, on va apprendre ça au début. Donc on va récupérer les 3 pierres, faire la rencontre de la princesse, de la map, etc. Ganondorf va nous prendre de court lorsqu'on pourra aller dans le Saint-Royaume. Il va changer le monde en 7-8 ans en chaos et désordre. Et ça sera à toi, quand tu seras adulte, de tout remettre à aplomb. En trouvant les 6 médaillons et en allant affronter Ganondorf directement après. Pour l'affronter à pleine puissance, quoi. Avec tous les objets et tout ce qu'il faudra. D'ailleurs, on apprend aussi que quand tu fais ton passage de l'enfance à l'adulte, certains équipements que tu utilisais quand tu étais enfant ne peuvent plus être utilisés quand tu es adulte. Ce qui fait que quand tu es adulte, tu es littéralement quasiment à poil, tu dois te refaire tout ton équipement, redécouvrir une map complètement dévastée. Par exemple, à la place du marché, il y a des zombies qui se baladent partout, c'est l'horreur, un carnage, bref. C'est une dinguerie, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Oui, une fois que tu récupères les 6 médaillons, bah t'affrontes Ganon dans la tour parce que la princesse s'est encore fait kidnapper, qui révèle au final qu'elle est Sheik, celle qui a guidé Link pendant les 6 temps, qui lui a appris les mélodies pour se téléporter, etc. Donc elle se fait kidnapper, on apprend que Zelda a la Triforce du courage, de la sagesse, Link du courage et Ganondorf de la force. Donc il a kidnappé la princesse pour avoir la force, la sagesse. Et comme ça, il sait que Link va venir à lui, et comme ça il aura le courage avec. Alors pourquoi avoir la Triforce? Oui, parce qu'il faut quand même que j'en parle de la Triforce et les 3DS. Alors les 3DS ont créé la Triforce. D'ailleurs, ils ont fait le monde grâce à ça. 3 différentes DS, ils ont créé le monde ensemble. Et ils ont créé la Triforce. Force, courage et sagesse. Alors la Triforce a le pouvoir de réaliser n'importe quel vœu, entre guillemets, c'est ce qu'ils disent en tout cas dans le jeu. Et elles disent que si elle est portée par une main malveillante, bah, le monde sera dévasté par les ténèbres, etc. Et que si c'est par un homme pur, et bah, le monde sera dans le bonheur, etc. Donc c'est presque religieux dans un sens. Et le but dans celui-là, bah, ça va être aussi d'avoir la Triforce complète, ou du moins que Ganon s'en empare pas. Dans d'autres Zelda, comme Wind Waker par exemple, on va carrément reconstituer le Triforce du courage, morceau par morceau. C'est d'ailleurs ce qui est dommage dans ce jeu-là, dans Ocarina of Time, c'est qu'on récupère pas la Triforce physiquement, en fait, on la récupère dans le scénario, si on peut dire ça comme ça, quoi. Enfin, on l'a depuis tout petit d'ailleurs dans le jeu, mais bref, c'est pas comme dans les autres Zelda où c'est un peu plus détaillé, je trouve. Et donc, oui, les Triforce va être l'enjeu de ce Zelda-là et de beaucoup d'autres d'ailleurs. Parce que forcément, c'est cheaté, si on peut réaliser n'importe quel vœu avec. Bref, une fois que Link a réussi à battre Ganon, et bah. Parce qu'ils sont ensemble en gros monstre à la fin grâce à sa Triforce de force. Parce que la Triforce ont aussi des pouvoirs séparément. Et ça sera plus détaillé dans les autres Zelda avec. Bon, même si celui-là de Link, à part le courage, je vois pas qu'est-ce qu'il a d'autre comme pouvoir, mais bref. Et du coup, il va réussir à battre Ganon, les 6 sages vont le sceller. Et du coup, il va être scellé dans le Saint-Royaume. Donc Ganon va dire qu'il va se venger de sa descendance, etc. Donc c'est ce qui va donner suite aux autres Zelda, à mon avis. Une fois que c'est fini, bah, la princesse va renvoyer Link dans son temps d'origine, c'est-à-dire quand il est enfant, pour rattraper les 7 ou 8 ans perdus. Bon, même si tu peux pas trop les rattraper, parce que bon, t'as ta mentalité d'adulte pendant un bon moment du coup. Mais bref. Donc elle utilise la dernière fois qu'il a eu le temps pour ramener Link à son époque, en le remerciant d'avoir fait sans tâche, tout accompli, etc. À ses excuses de ne pas avoir été assez forte, qu'il a dû subir toutes ces épreuves, etc. Oui, on voit les 6 sages de son du péril, à la fin c'est très cool, et on voit tous les personnes qu'on a rencontrées au Ranch Melon faire la fête autour d'un bon feu.
de tous les peuples. Ça c'est trop beau à voir, ça fait presque One Piece pour un peu. Donc ouais, on les voit tous ensemble, c'est le feu partout, la paix est établie dans le monde et on sent vraiment que c'est la fin avec une petite musique vachement sympa et trop stylée. De toute façon, aucun thème c'est la vie, hein, franchement. Après, il faut y jouer pour comprendre, hein. Là je survole un peu les détails, mais parce que je veux pas trop que la vidéo soit longue, mais de toute façon elle va pas loin de faire 1 heure je pense à mon avis. Il y a tellement de choses à raconter sur le jeu que voilà. Et du coup, oui, c'est aussi le premier jeu qui instaure le système visée Z et qu'on joue à la 3e personne du coup, c'est-à-dire qu'on va voir le personnage derrière la caméra. Enfin, derrière la caméra, on va voir le personnage en fait, et on va le jouer à la 3e personne. Et le système de visée Z, ça permet que la caméra se barre pas en couille et qu'on puisse se focaliser sur un ennemi par exemple pour le viser, ou un autre personnage pour parler, etc. Ce qui est un système bien pensé, surtout à l'époque où la 3D venait tout juste d'immerger, parce que bon, la caméra se balade partout sinon. Donc le système de caméra n'est pas trop claqué du cul, contrairement à d'autres jeux, mais on va pas les citer. Donc le scénario est assez classique comparé à d'autres Zelda où c'est plus élaboré. Mais de toute façon, il est classique dans tous les sens du terme ce Zelda, voilà. Après, il est sujet à beaucoup de théories, notamment pour le Temple de l'Ombre, où on suppose que c'était un lieu d'exutoire pour les sheiks. Enfin, les sheikas à l'époque. Parce qu'il y a une longue histoire entre eux et la famille royale et tout ce qui s'ensuit. Le lore est assez intéressant, parce que dans Zelda, il y a tellement de choses à raconter sur le lore qu'on pourrait en faire des chapitres entiers de vidéos. Mais bref, je voulais plus vous parler de nostalgie aujourd'hui, de ce jeu-là que j'ai joué une bonne centaine de fois, que j'ai joué avec mes frères et sœurs et que j'en garde des bons souvenirs, ou même en famille, ou plus tard, que ce soit au collège, lycée, ou même primaire. C'est un jeu que j'ai rejoué beaucoup de fois et qu'à chaque fois je suis marqué par la nostalgie. D'ailleurs, j'ai toujours été en mode qu'est-ce que ça donne si j'ai les sans araignées, bah, je l'ai su le 23 décembre 2018. Quand j'ai fini le jeu enfin au complet à 100%. J'étais un peu déçu de la tête du bonhomme, mais bon, c'est pas grave après, voilà, c'est comme ça. Et c'est un jeu aussi qui est pas trop linéaire dans le sens où tu peux faire un peu les choses dans l'ordre que tu veux. Enfin, à peu près dans l'ordre que tu veux, parce qu'il y a quand même t'as quand même un truc à suivre. Et par exemple, le temple de l'ombre, tu peux le faire avant ou après le temple de l'esprit, c'est qui est cool. Et t'as pas, même si t'as une ligne à suivre avec Navi qui te donne toujours les conseils pour suivre la suite du scénario, tu peux toujours décider de remplir un peu plus ton inventaire, choper plus d'araignées, élargir tes objets, parler à plus de gens, découvrir d'autres choses. Et c'est ça qui est bien dans ce premier Zelda 3D, c'est que t'as un espace libre pour l'exploration et tout ça, bien découvrir la map, etc. Ce qui est vachement bien du coup, et pour un premier Zelda 3D, c'était vachement cool. Bref, c'est tout ce que j'avais à peu près à dire. Après, je vais pas entrer dans chaque détail. Ce serait trop long à raconter. De toute façon, tous les youtubeurs l'ont fait bien avant moi. Moi, je voulais juste en parler parce que c'est un jeu qui me tient énormément à cœur. C'était le premier dans mon classement pendant un très long moment et c'est mon premier de cœur, très concrètement. Bon, après, moi, d'un point de vue analyse, mon premier c'est Mass Effect, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo où je détaillerai pourquoi c'est mon premier. Mais c'est un très bon jeu qui a pas trop mal vieilli parce que c'est toujours une masterclass même 20 ans après, qui a eu des remakes sur 3DS, la preuve en est que c'est pas si vieux que ça. Et d'ailleurs sa suite c'est Majora Mask, qui du coup a un gameplay complètement différent de celui-là. Mais entre les deux je préfère Ocarina of Time quand même, c'est pas rien. Bref, je vous dis à très bientôt les amis pour une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, elle sera assez longue et je vous dis à très bientôt pour les prochaines aventures.